L'Arctique change rapidement, alors que nous voyons les grandes puissances rivaliser pour ses ressources naturelles et utiliser également la région comme un corridor de transport très compétitif. Nous constatons que la coopération dans l'Arctique était traditionnellement largement à l'abri de la géopolitique, parce que l'Arctique était considéré comme un désert gelé, sans beaucoup d'intérêts stratégiques concurrents qui alimenteraient une quelconque rivalité. Cela a assuré une coopération mutuellement bénéfique dans des domaines tels que le développement durable, la protection de l'environnement, les découvertes scientifiques, la protection des peuples autochtones et d'autres coopérations qui étaient largement définies comme un jeu à somme positive. En bref, beaucoup de ces aspects étaient exemptés de la géopolitique plus à somme nulle. Même pendant les périodes de grands conflits de pouvoir pendant la guerre froide, la coopération dans l'Arctique était souvent exemptée de cela, en raison d'une coopération mutuellement bénéfique et de la construction de la confiance. Ce que nous voyons maintenant, cependant, c'est que cette ère semble être arrivée à son terme pour deux raisons principales. Premièrement, l'Arctique devient de plus en plus le foyer d'intérêts stratégiques concurrents, principalement en raison des ressources naturelles et de son rôle de corridor de transport. Deuxièmement, au cours des 3 dernières décennies, les relations entre les pays de l'OTAN et la Russie en tant que pays arctiques continuent de se détériorer. Abordons donc ces deux sujets séparément. Maintenant, quel est vraiment l'intérêt stratégique dans l'Arctique? Eh bien, à mesure que l'Arctique se réchauffe et que la glace recule, la région se révèle être un incroyable trésor. Une quantité incroyable de ressources énergétiques est devenue disponible pour l'extraction. Nous ne parlons pas seulement de pétrole, mais aussi de gaz et de minéraux qui peuvent vraiment alimenter l'économie internationale pour les décennies à venir. L'Arctique abrite également des corridors de transport maritime qui sont à la fois moins chers et plus rapides que leurs concurrents. Ainsi, pour les navires allant entre l'Europe et l'Asie de l'Est, longer la côte arctique russe est environ 40% plus court que l'itinéraire alternatif passant par le canal de Suez. Avec la crainte croissante des blocus américains et de la coupure des points d'étranglement clés tels que le détroit de Malacca, la route arctique est perçue comme un moyen de contourner cela. Elle est en dehors du contrôle de la marine américaine. De plus, la route arctique permet à d'autres grandes puissances de contester l'insistance des États-Unis à dominer le monde en contrôlant ses principales mers. Ainsi, la Russie développe maintenant sa route arctique en construisant de nouveaux ports et des infrastructures d'accompagnement, des infrastructures de recherche et de sauvetage, et en établissant également une présence militaire dans la région. La Russie a également développé de loin la plus grande flotte de brise-glace au monde, et la Russie l'appelle sa route arctique pour la route maritime du Nord. Il y a donc de grands intérêts économiques dans l'Arctique qui peuvent contribuer à déplacer davantage l'ensemble de l'équilibre géoéconomique mondial de l'Ouest vers l'Est, ce qui implique que la concurrence et le conflit sont à prévoir et il y a beaucoup en jeu. Cela nous amène donc à l'intensification de la rivalité géopolitique, sinon géoéconomique, car après la guerre froide, la principale politique étrangère de la Russie était de s'intégrer à l'Ouest pour construire une architecture de sécurité européenne inclusive, ce qu'ils appelaient alors la Grande Europe. Cela était pertinent pour l'Arctique et son développement, car les pays occidentaux et leurs entreprises étaient prioritaires pour la coopération économique avec les Russes dans l'extraction d'énergie. Non seulement pour des raisons économiques et technologiques, mais aussi politiques, étant donné que cela aiderait à développer cette grande Europe que les Russes poursuivaient. Et bien que la Russie possède environ 50% du littoral arctique,
les 7 autres États arctiques sont tous occidentaux, ce qui rendait donc, en termes simples, le bon sens de coopérer dans l'Arctique. Cependant, le rêve de la Grande Europe a commencé à s'estomper une fois que l'OTAN s'est élargie. Pourtant, le véritable moment charnière est survenu en 2014 lorsque les États occidentaux ont soutenu un coup d'État en Ukraine pour attirer le pays dans l'orbite de l'OTAN. Cela est devenu une preuve pour les Russes que l'Ukraine deviendrait une ligne de front plutôt qu'un pont. En conséquence, l'initiative de la Grande Europe est morte. En effet, les 300 dernières années de politique étrangère russe centrée sur l'Occident, depuis Pierre le Grand, lorsqu'elle se tournait vers l'Ouest pour se moderniser, ont également pris fin. La Russie a plutôt adopté ce qu'elle appelle l'initiative de la Grande Eurasie, qui implique de réorganiser son économie de l'Ouest vers l'Est. Ainsi, immédiatement après le coup d'État en Ukraine, nous avons vu de nouvelles initiatives être précipitées, comme le gazoduc Force de Sibérie allant de la Russie à la Chine. Mais nous avons également vu d'autres projets gaziers, de nouveaux projets pétroliers et des infrastructures de transport physique. Une grande partie de cela a également été financée par de nouvelles banques, des systèmes de paiement et l'utilisation de monnaie nationale. Ainsi, lorsque l'énergie change, une grande partie du reste du système économique international suit également. Il y a donc aussi plus de transport maritime qui peut être effectué en dehors des systèmes d'assurance occidentaux. Dans l'ensemble, nous constatons maintenant un découplage croissant du système économique centré sur l'Occident, avec la Chine devenant le principal et indispensable partenaire de la Russie. Ce qui rend les choses encore plus problématiques, c'est que l'OTAN a exprimé son intention de s'impliquer davantage dans l'Arctique. Nous avons vu avec Mike Pompeo, en 2019, il a prononcé un discours géopolitique au Conseil de l'Arctique, dans lequel la Russie et la Chine étaient considérées comme des défis clés. C'était une chose très inhabituelle, car le Conseil de l'Arctique n'était généralement pas le format pour poursuivre ou parler de ce genre d'intérêt militariste à somme nulle. L'Arctique est à l'avant-garde des opportunités et de l'abondance. Il abrite 13% du pétrole non découvert du monde, 30% de son gaz non découvert, ainsi qu'une abondance d'uranium, de minéraux de terres rares, d'or, de diamants et de millions de kilomètres carrés de ressources inexploitées. Des pêcheries à profusion. Et son élément central, l'océan Arctique, prend rapidement une nouvelle importance stratégique. La réduction constante de la glace de mer ouvre de nouveaux passages et de nouvelles opportunités commerciales. Cela pourrait potentiellement réduire le temps de voyage entre l'Asie et l'Occident de 20 jours. Les voies maritimes arctiques pourraient devenir les canaux de Suez et de Panama du XXIe siècle. Le comportement agressif de la Chine ailleurs devrait nous guider dans nos actions et sur la manière dont elle pourrait traiter l'Arctique. Nous sommes préoccupés par la revendication de la Russie sur les eaux internationales de la route maritime du Nord, y compris ses plans récemment annoncés pour la connecter à la route de la soie maritime de la Chine. Du côté de la sécurité, en partie en réponse aux activités déstabilisatrices de la Russie, nous organisons des exercices militaires, renforçons notre présence militaire, reconstruisons notre flotte de brise-glace, augmentons le financement de la garde côtière et créons un nouveau poste militaire supérieur pour les affaires arctiques au sein de notre propre armée. L'exercice Trident Juncture de l'OTAN l'automne dernier a été le plus grand exercice militaire en Arctique depuis la guerre froide, avec plus de 50 000 participants. Puis en 2021, nous avons vu les États-Unis pousser pour des bases militaires et sécuriser ces accords, non seulement en Norvège, mais aussi commencer à les étendre à travers la Scandinavie. En effet, après 2022, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine,
nous avons vu que l'Occident a suspendu la coopération au sein du Conseil de l'Arctique et l'OTAN a poursuivi son expansion avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Soudainement, parmi les 8 pays arctiques, nous avions un pays qui était la Russie, avec environ 50% du littoral. Les 7 autres sont désormais tous des pays de l'OTAN. Les États-Unis, le Canada, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark. Le Groenland étant ce qui fait du Danemark un État arctique. Ainsi, l'OTAN, qui est un bloc militaire avec la mission post-guerre froide d'établir une hégémonie collective en Europe, soutient maintenant également que l'OTAN devrait être chargée de la sécurité dans l'Arctique, où la Russie, encore une fois, possède la moitié du littoral. Pour Moscou, cela ressemble à une déclaration visant à intensifier considérablement la nouvelle guerre froide. Alors, que fait la Russie, étant donné que la rivalité entre grandes puissances s'intensifie et que les pays occidentaux ne veulent même pas parler avec la Russie dans ce qui était autrefois un Conseil arctique géopolitique? Eh bien, le développement de l'Arctique devient de plus en plus une initiative intégrée dans le cadre de cette grande initiative eurasiatique. Le principal partenaire, donc, dans l'Arctique, devient la Chine. Et nous voyons la Chine se désigner comme un État proche de l'Arctique. Maintenant, en regardant une carte, la Chine n'est pas proche de l'Arctique, mais néanmoins cela reflète ses intentions et aussi sa capacité actuelle à devenir un acteur clé dans l'Arctique. Étant donné que la Russie, en tant que plus grand pays arctique, invite la Chine dans l'Arctique russe, elle devient effectivement un État arctique. Les Chinois ont beaucoup d'intérêt pour le transport et l'extraction des ressources énergétiques, ainsi que d'autres intérêts. Maintenant, le corridor arctique, qui est le corridor de transport entre l'Asie et l'Europe, est appelé la route maritime du Nord par la Russie. Les Chinois l'ont désigné comme la route de la soie polaire, l'intégrant ainsi conceptuellement dans le cadre de la nouvelle route de la soie, y compris l'initiative de la ceinture et de la route. La Russie invite également d'autres pays de l'Est, comme l'Inde, à participer au développement de l'Arctique. Nous voyons ainsi la région devenir le toit de ce continent eurasien et du projet eurasien qui, il convient de le souligner, est développé comme un moyen de se diversifier par rapport au système économique hégémonique développé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc dans ce cadre que nous voyons maintenant les États-Unis repousser pour accroître leur rôle dans l'Arctique. Trump, comme nous l'avons vu, a maintenant appelé à l'annexion du Groenland. En effet, il a également exprimé son intérêt pour le Groenland lors de sa première administration. Mais cette fois-ci, Trump n'exclut pas l'usage de la force militaire pour le prendre au Danemark, ce qui mettrait également fin au statut du Danemark en tant que puissance arctique. Le Groenland est riche en minéraux, c'est un vaste territoire, et il est également important d'accéder à l'Arctique et au corridor maritime. Ainsi, les Européens ne sont pas vraiment en position de résister à la pression venant des États-Unis pour prendre le contrôle de ces corridors énergétiques et de transport. Leur seule carte à jouer semble être de donner aux Américains tout ce qu'ils veulent, dans l'espoir que l'affichage de loyauté et de soumission montrera qu'ils sont un partenaire important et que les États-Unis ne déprioriseront pas l'Europe. Nous avons vu que Biden pouvait détruire l'infrastructure énergétique européenne pour couper les Européens des fournisseurs de gaz russes. Et la réponse européenne a été simplement de se précipiter pour fournir une couverture politique à l'attaque américaine contre leur propre infrastructure énergétique. De même, nous pouvons voir Trump s'asseoir devant un dirigeant européen, c'est-à-dire le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et affirmer que le Groenland est important pour l'Amérique et qu'ils prendront le territoire sans aucune réaction de son homologue européen.
Groenland. Quelle est votre vision pour l'annexion potentielle du Groenland et leur intégration potentielle? Eh bien, je pense que cela arrivera. Et je réfléchis juste, je n'y avais pas beaucoup pensé avant, mais je suis assis avec un homme qui pourrait être très instrumental. Vous savez, Marc, nous avons besoin de cela pour la sécurité internationale. Pas seulement la sécurité internationale. Nous avons beaucoup de nos joueurs préférés qui naviguent autour de la côte, et nous devons être prudents. Et nous vous parlerons. C'est vraiment une question très appropriée. Merci beaucoup. Donc, l'Arctique, en ce qui concerne le Groenland, oui, nous ne rejoignons pas les États-Unis. Je laisserai cela en dehors de cette discussion, parce que je ne veux pas entraîner l'OTAN là-dedans. Mais en ce qui concerne le Grand Nord et l'Arctique, vous avez tout à fait raison. Les Chinois utilisent maintenant ces routes. Nous savons que les Russes se réarment. Nous savons que nous manquons de brise-glace. Donc le fait qu'en dehors de la Russie, il y ait 7 pays arctiques travaillant ensemble sous la direction des États-Unis est très important pour s'assurer que cette région, cette partie du monde, reste sûre. Et nous savons que les choses changent là-bas, et nous devons être présents. La Scandinavie est militarisée avec des dizaines de bases militaires américaines. Ces pays externalisent effectivement leur politique étrangère et embrassent un statut de vassal futur. L'Arctique devient donc rapidement une région clé pour que les grandes puissances se disputent les ressources futures. Les principales puissances sont donc la Russie, la Chine et les États-Unis, tandis que les Européens ont, dans une large mesure, cédé tout rôle et se sont rendus complètement insignifiants alors que l'ordre mondial multipolaire s'affirme.